ça pourrait commencer ainsi. Ici, comme ça. D'une manière un peu lourde, un peu lente. Dans cet endroit neutre, qui est à tous et à personne. Où des gens se croisent, presque sans se voir. Où la vie de l'immeuble se répercute. Lointaine et régulière. De ce qui se passe derrière les lourdes portes d'appartements, on ne perçoit le plus souvent que ces échos éclatés. Ces bribes. Ces esquisses. Ces amorces. Ces incidents. Ou accidents. Qui se déroulent dans ce que l'on appelle les parties communes. Ces petits bruits feutrés que le tapis de laine rouge passé étouffe, ces embryons de vie communautaire qui s'arrêtent toujours au palier. Les habitants d'un même immeuble vivent à quelques centimètres les uns des autres. Une simple cloison les sépare. Ils se partagent les mêmes espaces, répétés le long des étages. Ils font les mêmes gestes, en même temps. Ouvrir le robinet. Tirer la chasse d'eau. Allumer la lumière. Mettre la table. Quelques dizaines d'existences simultanées qui se répètent d'étage en étage. Et d'immeuble en immeuble. Et de rue en rue. Ils se barricadent dans leur partie privative, puisque c'est comme ça que ça s'appelle. Et ils aimeraient bien que rien n'en sorte, mais si peu qu'ils en laissent sortir. Le chien en laisse. Mettre la table. Quelques dizaines d'existences simultanées qui se répètent d'étage en étage. C'est par l'escalier que ça sort. Tout ce qui se passe passe par l'escalier. Tout ce qui arrive par l'escalier. Les lettres. Des lettres, des faire-part. Les meubles que les déménageurs apportent ou emportent. Le médecin appelé en urgence la nuit. Le voyageur qui revient d'un long voyage. C'est pour cela que l'escalier reste un lieu froid, hostile et anonyme. Dans les anciennes maisons, il y avait encore des marches de pierre, des rampes en fer forgé, des sculptures, des torchères, et des banquettes parfois, pour permettre aux gens âgés de se reposer entre les étages. Dans les immeubles modernes, il y a des ascenseurs aux parois couvertes de graffitis qui se voudraient obscènes. Et
des escaliers dits de secours, en béton brut, sale et sauvage. Dans cet immeuble-ci, il y a un vieil ascenseur presque toujours en panne. L'escalier est un lieu vétuste d'une propreté douteuse, qui d'étage en étage se dégrade selon les conventions de la respectabilité bourgeoise. 2 épaisseurs de tapis jusqu'au premier, une seule ensuite, et plus du tout dans les étages de comble. Voilà. On pourrait commencer ainsi. On sur le Simon Trubelier. Nous nous tutoyons, nous nous voyons. Tutoyons-nous? Vous vous voyez souvent? Je tutoie comme je vous vois. Moi, je me tue à tutoyer, mais tout vous à vous voyez. Vous nous voyez, nous vous voyez. Nous verrons. Je veux dire, nous verrons. Tout à fait. Toutefois, tout nous fait nous tutoyer. D'ailleurs, qui vous voit? Mes parents, mais je ne les vois jamais. Ainsi vos vieux, vous voient sans vous voir. Et toi, qui te tutoie? Mon oncle, mais seulement chez moi. Donc, ton tonton te tutoie sur ton toit, toi. Oui, mais mon neveu, nous vous voyez. Qu'en faisons-nous des dames? Tutoyons les veuves, et vous voyons les tantes. Mais ma tante est veuve, elle vous voit son toutou et tutoie sa voiture. Vous n'aurez qu'à louvoyer, tantôt la tutoyer, tantôt la vous voyez. Et pour les nouveaux? Je veux voir les nouveaux venus nous vous voyez, les nouveaux non-vous-voyants se verront renvoyés comme des voyous. Et les non-voyants? Les non-voyants vous verront. Même au nouvel an? J'aimerais vous y voir. Sous leur nom, les non-vous-voyants vont vous noyer. Au nouvel an, votre dévoué n'en vaut neveu qu'au vous-voyant non dévoyé. Vous vous fourvoyez. Je ne me fourvoie pas, madame, mais je me fous de vous revoir. Alors, allez vous faire voir. Trois petites notes de musique ont plié boutique au creux du souvenir. C'en est fini leur tapage, elles tournent la page et vont s'endormir. Mais un jour, sans crier gare, elles vous reviennent en mémoire. Toi, tu voulais oublier ce petit air galvaudé dans les rues de l'été. Toi, tu n'oublieras jamais une rue, un été, une fille qui fredonnait. La 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 la, je vous aime, chantez la rengaine, la la mon amour. Les paroles sont rien de sublime, pourvu que la rime amène toujours une romance de vacances qui lancinant vous relance. Vrai, elle était si jolie, si fraîche épanouie, et tu ne l'as pas cueillie. Vrai, pour son premier frisson, elle t'offrait une chanson à prendre à l'unisson. Et voilà Madame Schneider. Toujours aussi propre sur elle, Madame Schneider. Tout est symétrique chez elle, rien ne dépasse. Toujours aussi droite que la justice. Je suis sûr que même son cerveau est aussi lisse que sa chemise. Qu'est-ce qu'elle fait là? Il est exactement 11h42, elle prépare son déjeuner. C'est quoi aujourd'hui? Des currywurst comme tous les jeudis midi? Ouais, c'est ça. Je vois déjà les 2 saucisses de Francfort. Il n'y a jamais de Il n'y a jamais de surprise avec Madame Schneider. Au moins, on sait toujours à quoi s'attendre. Elle est tellement ordonnée que je suis sûr de pouvoir prédire ses prochains mouvements. D'abord les oignons, qu'elle découpe en petits dés symétriques.
Je ne sais même pas comment c'est humainement possible d'être aussi précis. Voilà qu'elle les fait revenir dans une poêle avec un fond d'huile d'olive. Pendant qu'elle fait ça, elle verse exactement 5 centilitres de vinaigre dans un saladier. Puis y ajoute une cuillère à café de moutarde, une demi-cuillère à café de sucre, une pincée de sel, et enfin ajoute du coulis de tomate et mélange le tout. Elle prend sa préparation et la verse délicatement sur ses oignons, puis laisse mijoter pendant exactement 7 minutes et 30 secondes. Pendant la cuisson, elle saisit ses saucisses de Francfort qu'elle taille en rondelles d'exactement 2,5 cm d'épaisseur, pas plus, pas moins. Elle les fait griller, puis rajoute de la poudre de curry juste avant de verser sa préparation à la tomate sur ses saucisses. Et voilà comment à midi pile, Madame Schneider commence à déguster sa délicieuse currywurst, méticuleusement préparée. bouillie de bonne qualité est un plaisir de choix. Entre le gras du pouce et la pointe du couteau, tenu par les autres doigts de la même main, l'on saisit, après l'avoir incisé par l'une de ses lèvres, ce rêche et fin papier que l'on tire à soi pour le détacher de la chair appétissante du tubercule. L'opération facile laisse, quand on a réussi à la parfaire sans s'y reprendre à trop de fois, une bonne impression. Le léger bruit que font des tissus en se décollant est doux à l'oreille et la découverte de la pulpe comestible réjouissante. Il semble à reconnaître la perfection du fruit nu, sa différence, sa ressemblance, sa surprise et la facilité de l'opération, que l'on ait accompli là quelque chose de juste, dès longtemps prévu et souhaité par la nature, que l'on a eu toutefois le bonheur d'exister. C'est pourquoi je n'en dirai pas plus. Au risque de sembler me satisfaire d'un ouvrage trop simple, il ne me fallait en quelques phrases sans effort que déshabiller mon sujet en contournant strictement la forme, la laissant intacte mais polie, brillante et toute prête à subir la dégustation. L'apprivoisement de la pomme de terre par son traitement à l'eau bouillante durant 20 minutes, c'est assez curieux, mais justement, tandis que je parle, des pommes de terre cuisent. Il est 1h du matin! Sur le fourneau devant moi. Il vaut mieux, m'a-t-on dit, que l'eau soit salée. Énervée, pas obligatoire, mais c'est mieux. Une sorte de vacarme se fait entendre, celui des bouillons de l'eau. Elle est en colère, au moins au comble de l'inquiétude. Elle se dépère furieusement en vapeur, bave, grille aussitôt. Fut! Tit! Enfin, très agitée sur ses charbons ardents. Mes pommes de terre plongées là-dedans sont secouées de soubresauts, bousculées, imprégnées, injuriées jusqu'à la moelle. Sans doute, la colère de l'eau n'est-elle pas à leur propos, mais elles en supportent l'effet. En ne pouvant se déprendre de ce milieu, elles s'en trouvent profondément modifiées. Oh, j'allais dire s'en trouvent. Finalement, elles y sont laissées pour mortes, ou du moins très fatiguées. Si leur forme en réchappe, ce qui n'est pas toujours, elles sont devenues molles, dociles. Toute acidité a disparu de leur pulpe. On leur trouve bon goût. Leur épiderme s'est aussi rapidement modifié. Il faut l'ôter, il n'est plus bon à rien, et le jeter à la poubelle. Reste ce bloc friable et savoureux qui prête moins qu'à d'abord vivre. Ensuite, à philosopher.
première fois que j'ai mis des talons hauts, je devais avoir 4 ou 5 ans. Je m'en souviens très bien. J'étais déjà suffisamment téméraire pour ramper dans le placard de ma mère et en sortir une paire de talons d'une quinzaine de centimètres. Ressenti 48. Je les avais accompagnés d'un subtil collier de perles en plastique dont les années 1990 avaient le secret, et d'un délicat rouge à lèvres étalé partout sur le visage, sauf sur les lèvres. Magnifique. Depuis, j'ai fièrement repris le flambeau maternel. Une demi-douzaine de talons hauts trônent sur mes étagères. Ils sont si beaux, une fierté familiale. Je les regarde tous les 36 du mois, prenant la poussière jour après jour, en me demandant si aujourd'hui ne serait pas le grand jour, celui où je braverais la science et le bon sens pour en attraper une paire et les porter. Comme ma mère, je les regarde souvent, mais je ne les porte pratiquement jamais. Du haut de mes 5 ans et de mes 12 centimètres, je me dis qu'il n'y a qu'un homme pour avoir inventé des instruments de torture pareils. Mais non! À 5 ans, je suis déjà plus informée que cela. Je sais que ce n'est pas la faute des hommes, mais de la société capitalo-conservatrice. Vend aux femmes les instruments de leur domination. Le but qu'elle reste un objet de désir pour les dominants. Je dis ça sur la place et je crie. Je t'aime Bernadette, Bernadette. Un nom qui va bien à crier. Il est en 3 syllabes. Bernadette. Je crie. Tous les autres habitants m'entendent. Et de leur balcon ils disent. Allez crier la récupération du cochon! Parfois un condé vient nous dire des beuglés me dit être bailleur. Mais quoi? Bon, je reprends. Je t'aime, je t'aime. Je suis le diable, merde. Je fais ce que je veux. Je rentre dans ma tanière, ensuite manger ma soupe, dans laquelle j'écris sur le marine de l'assiette. Je t'aime, Bernadette. Parfois il me manque quelques lettres, mais c'est pas très grave. Les je t'aime un peu beaucoup ne sont guère de mon goût. Les serments d'amour méritent, se plaignait la Marguerite, car aussitôt que débute une affaire sentimentale, j'y laisse tous mes pétales. « 10h30. Encore une fois, je suis prête trop tôt. 3 ans de music-hall et de théâtre ne m'ont pas changé. Je suis toujours prête trop tôt. « 10h35. Si je n'ouvre ce livre lu et relu qui traîne sur ma tablette à phare, je vais me trouver seule avec moi-même, face à cette glace, avec des paupières frottées de pâte grasse et violâtre. Elle a des pommettes rouges, de la même couleur que les phlox des jardins. Des lèvres noires, brillantes et comme vernis. Elle me regarde longtemps. Je sais qu'elle va parler. Elle va me dire: est-ce toi qui es là, toute seule, dans cette cage au mur blanc, que des mains oisives, impatientes prisonnières décorchées d'initiales entrelacées, brodées de figures indécentes et naïves? Sur ces murs de plâtre, des ongles rougis comme les tiens ont écrit l'appel inconscient des abandonnés. Derrière toi, une main féminine a gravé Marie. Et la fin du nom s'élance à parafardant qui se termine comme un cri. Est-ce toi? Est-ce toi qui es là, toute seule, sous ce plafond bourdonnant que les pieds des danseurs émeuvent comme le plancher d'un moulin actif?
Et pourquoi tu es là, toute seule, et pourquoi pas ailleurs? Comme le plancher tremble ce soir, on voit bien qu'il fait froid. Moi, en passant ce mot, j'ai regardé involontairement le miroir. C'est pourtant bien moi qui suis là, masquée de rouge mauve, les yeux cernés d'un halo de bleu grand qui commence à fondre. Vais-je attendre que le reste du visage aussi se délaie? S'il n'a lieu demeurer de tout mon reflet qu'une coulure teintée collée à la glace comme une longue larme boueuse. Si vous tablez sur une durée moyenne de 85 ans, soit 31 025 jours, avec toujours en moyenne et à la louche 8 heures de sommeil par jour, 3h30 pour les courses, la préparation des repas, leur consommation, la vaisselle, 1h30 pour l'hygiène, les soins du corps, les maladies, 3 heures pour l'entretien domestique, les enfants, les transports, les démarches diverses, le bricolage, 140 heures de travail par mois, sur 45 ans, à raison de 6 heures par jour, sans tenir compte du plaisir qu'on peut y prendre. 1 heure par jour de rapports sociaux obligatoires, conversations de voisins, pots, assemblées, séminaires. Que reste-t-il aux citoyens et à la citoyenne lambda pour les activités qui font le sel de la vie? Les mots croisés, le repos, la conversation, l'amitié, le flirt, l'amour, et pourquoi pas les plaisirs coupables. Vous aurez noté que je ne parle même pas du sexe. Oui, je vous le donne en mille. 1h30 par jour pendant la période dite active de la vie, 5h30 avant ou après. Oh, cher ami, quelle chance de vous! Très heureuse, moi aussi, très heureuse, vraiment. Comment allez-vous depuis que... Depuis que, eh bien, j'ai continué, vous savez, j'ai continué à... Comme c'est, enfin... Oui, vraiment, je trouve que c'est... Oh, n'exagérons rien, c'est seulement... C'est uniquement, enfin, je veux dire, ce n'est pas tellement... Pas tellement, vous croyez? Moi, Enfin... Je comprends. Vous êtes trop... Vous avez trop de... Ah, mais non, plutôt pas assez. Taisez-vous donc! Vous n'allez pas nous... Non, je n'irai pas jusque-là. Mais, en fait, puis-je vous demander où vous... Mais pas de... Non, rien, je vais jusqu'au pour aller chercher mon... Et je reviens là. Me permettez-vous de... Et bien entendu, nous ferons ensemble un coup de... Parfait. Alors, je vous en prie, veuillez passer par... Je vous suis. Mais à cette heure-ci, attention A, attention O. Ça fait peur, non? Si. Ça fait peur. On vit dans le danger nuit et jour et personne ne le sait. Alors bien sûr, les gens vous croisent et vous disent « Ah tiens, bonjour, salut, comment vas-tu? Alors, en forme ?» Qu'est-ce que vous voulez que je leur réponde? Je leur dis « Ça va bien, très bien. » Seulement si je leur disais par exemple que mardi, en allant au bureau, j'ai lu sur le petit carton accroché dans le hall « La concierge est dans l'escalier.
Je jette un œil. Elle n'y était pas, juré. Ça fait peur? Non? Seulement, si je leur disais tout ça, ils me diraient: mes enfants, écoute, arrête, exagère, t'es dingue, c'est dans ta tête, tu lis trop. Non? Non, justement, je n'ai plus. Voilà, plus un mot, une ligne, rien du tout. La dernière fois que j'ai ouvert un livre, je m'en rappelle très bien, j'étais dans le train, je lisais un livre léger, distrayant, un livre de Kafka, un humoriste tchèque, un homme qui savait rire. J'en étais au bas de la page 73. Je me rappelle très précisément de la phrase. Monsieur Samsa n'avait qu'une envie, mourir. Passionné, je tourne la page. Quand c'est drôle, on dévore. Et là, ma respiration s'arrête net. Il manquait une page, je n'invente rien. La 74. Tiens, rien que d'en parler, ça me sert là. La 74, disparue, comme ça, sans explication. Le trou béant en plein milieu d'un récit. Ça fait peur, non? Alors que faire? Appeler le contrôleur? Cri, sifflet, signal d'alarme. Vous imaginez la panique? 200 personnes hagardes perdues dans la campagne qui cherchent ma page 74? Non, je ne pouvais pas leur faire ça. Alors j'ai serré les poings, j'ai continué à lire souriant comme si de rien n'était. D'ailleurs, même chez moi, c'est dangereux. C'est pour ça que je ne rentre jamais à la même heure. Exprès pour dérouter tous les sadiques, les assassins, les malades qui vous attendent sur le palier. Tenez, encore hier soir, je rentrais chez moi. Il était 21h16 précisément. C'est une heure tranquille en général. Eh bien, vous me croirez si vous voulez, j'appuie sur le bouton de l'ascenseur. En panne? Vous savez, on a beau être habitué à côtoyer le danger 24 heures sur 24, ça vous fout un coup. Bon, je prends sur moi, je maîtrise mes émotions, je fais comme si de rien n'était, je prends du recul. Mes clés. J'ouvre la porte, en un éclair, j'ai une illumination. Ne pas allumer. Un pressentiment, une certitude. Il est là. Comment? Qui? Mais l'assassin, celui qui m'attend chez moi, celui qui a tué la concierge, celui qui a volé ma page 74. L'assassin m'attend chez moi, j'en suis sûre. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Personne ne répond. Il s'est trahi, c'est qu'il est là. 2, y a quelqu'un, suivi d'un silence, ça ne trompe personne, surtout pas moi. Où aller? Là-bas, au bout du couloir, la cuisine, un tiroir, une fourchette, quelque chose pour me défendre. J'avance à tâtons. Plus que 50 cm, 20, 10. Sauvé! J'agrippe la poignée. J'ouvre la porte de la cuisine, aussitôt je me pétrifie. Là, devant moi, une lueur. La porte du frigo, pas ouverte. Non, entrouverte. Et ça fait vraiment peur. Il est là, caché dans le frigo, j'en suis sûre. Je l'entends respirer derrière les entrecôtes. Je prends sur moi. Ah, clap, fermé, désolé mon vieux, c'est pas encore pour cette fois. Maintenant, ils ne m'auront plus. Je reste chez moi, calme, bien au chaud. Je préfère avoir peur chez moi plutôt qu'au restaurant ou dans la rue où vit cette foule de malades. C'est maîtrisable. Seulement, si je leur disais tout ça, ils me diraient... Oh, mais enfin, t'es dingue. C'est dans ta tête tout ça, c'est des idées. Ils ne se rendent pas compte. Personne ne se rend compte. Ça fait peur, non? Voilà, je me présente. Je suis Pablo, l'herboricère, comme j'aime m'appeler. C'est-à-dire que je vends des herbes qui font planer. Le matin, j'habite au rooftop, et le soir, schizophrénie oblige, je me prends pour le diable. Que dis-je? Je suis le diable. Mais un diable sympa, un bon petit diable en somme. L'enfer par de bonnes intentions, comme vous dites.
Mais les intentions, c'est comme les élections. Sur le principe, pourquoi pas, mais en réalité, ça marche pas. Dans mon enfer à moi, sachez d'abord qu'il y a 2 enfers. Dans mon enfer à moi, on y trouve des gens sympas, Coluche, des proches. Ils mériteraient le paradis, ces gens-là. Et il y a l'enfer, l'autre enfer, des méchants, des tueurs d'enfants. Là-bas, Sakaï prie tout le temps, Sakaï il fait froid. Dans mon enfer à moi, il fait chaud, il y a le feu des enfers. Ça sert à ça, chauffage central. Pour intégrer mon enfer, il n'y a qu'une condition. Il ne faut pas être de droite. Chez eux, ça prie tout le temps. Et pas de mange-top, KRS et pas derrière chambouille. Et puis bien, je dis ce que je veux, je suis le diable par contre tout. Ici-bas, le boss, c'est moi. Je suis comme je suis. Qu'importe ce qui m'est arrivé, je fais ce que je veux. Je suis comme je suis. Est-ce qu'on m'a aimé? Oui, on m'a aimé. Oui, j'ai aimé les gens. Mais alors, qu'est-ce que ça peut vous faire ce qui m'est arrivé? Je suis comme je suis. Je suis le diable, merde. Nous ne pouvons pas faire grève. Pourquoi? Parce que c'est contre la loi de faire grève. Le roi a déclaré que tout est un crime. L'écriture est un crime. Il y a 2 semaines, la police a détruit le Galatie, le journal des travailleurs. Ils ont brûlé plus de 2000 journaux. Mais cela n'a pas satisfait le roi. Il y a 3 jours, 2 de mes amis participaient à une réunion d'étudiants. Une réunion pacifique. Des soldats sont intervenus, les ont arrêtés. Écrire est un crime. Parler est un crime. Aller en classe est un crime. Être pauvre est un crime. Être pauvre est le pire de tous les crimes. Si vous commettez ces crimes, vous êtes condamnés à vie. Notre gouvernement n'a aucune miséricorde, aucune pitié, aucun pardon. Et il n'y a pas de travail pour nous. Et parce qu'il n'y a pas de travail, nos enfants meurent de faim. Dites-moi, pourquoi sommes-nous impuissants? Incapables de sauver les gens que nous aimons? Vous le savez tous! Dites-moi pourquoi! Le roi nous a trahis! On nous avait promis le droit de vote! L'avons-nous? Avons-nous le droit de voter? Où est la République pour laquelle nos pères sont morts? Elle est ici, mes frères. Elle vit ici, dans nos têtes. Mais par-dessus tout, le meilleur de tout, elle est ici, dans nos cœurs. Dans nos cœurs, nous sommes la République. Ils m'ont laissé ma carte d'identité. Ils m'ont retiré mon identité. Ils m'ont parlé d'une voix forte, ne regardant de moi au milieu de mon front que la surface d'une pièce de 5 francs. Et j'ai su qu'il fallait sortir. Ils m'ont dit, vous avez de la chance, on vous laisse vos mains, mains sans objet, ou aux ongles trop longs, plus sales que la saleté même. Des mains qui ne savent plus rien faire, pas même un numéro de téléphone. Ils m'ont dit, on vous laisse vos pieds, ça peut toujours servir. Et mes pieds, j'ai marché, nuit et jour, de porte en porte verrouillée. Des pieds qui ne sont plus que des semelles déchiquetées. Ils m'ont dit, on vous laisse votre voix, vous en aurez souvent besoin. Et peu à peu, la bouche a perdu jusqu'au sens des mots, jusqu'au soupir, les gémissements. C'était comment avant les simples mots qui faisaient vivre? Ils m'ont dit, on vous laisse votre mémoire,
Ça peut toujours être utile. C'est vrai, je me souviens. On disait de moi que j'étais habile, qualifié, consciencieux. Peut-être qu'on ne me le disait pas vraiment, que j'étais le seul à l'entendre. Ils m'ont dit, on vous laisse votre liberté, c'est ce que l'homme a de plus précieux. J'y suis dans ma liberté. Je me lave aux toilettes de la gare dans l'odeur d'épices multiples. Je déchiffre les nouvelles du monde au titre des journaux. Quand j'achète un sandwich, je n'ose plus dire avec des cornichons. Ils m'ont laissé ma carte d'identité. 18 heures. Comme tous les soirs où Ludovic n'est pas en stage, il est assis dans son fauteuil devant sa télévision. Ses feuilles de cours sont entassées et éparpillées sur sa petite table de salon. Je me demande effectivement comment il peut s'y retrouver. 18h05, il regarde TF1. En même temps, il est l'heure de Grey's Anatomy. Mais va-t-il voir son épisode en entier aujourd'hui? Suspense. Après avoir mis 20 secondes à trouver un cours, il le lit pendant 10 secondes. Il mire la télévision de nouveau, puis 15 minutes plus tard, il cherche encore une fois une autre fiche. En même temps, si elles étaient rangées correctement, il les trouverait plus vite. 2 minutes 15 secondes pour la lire. Il regarde une fois de plus la télévision et s'aperçoit que c'est la pub. Il en profite pour ouvrir le paquet de chips qui attend sagement à côté de lui. Avachi dans son fauteuil, chaque seconde qui passe, sa main gauche fait des allers-retours du paquet de chips jusqu'à sa bouche et réciproquement. De sa poignée prise, la moitié finit par terre, 3/5 sur son pull déjà taché d'un yaourt, le reste finira dans son estomac sans avoir été mâché. Dans sa main droite, il tient fermement la télécommande de la télévision. Il zappe de chaîne en chaîne. France 2, France 3, Canal+. Ah non, il n'est pas abonné. M6, ah, je sais que ça. Arte. Ah ouais, il s'y arrête 5 minutes. Ouais, peut-être. Quoi? Il a mis C8? Non, ce n'est pas possible. Il ne va quand même pas regarder. Ah bah non, C8 c'est fini. Pub! C'était long. Il est 18h45 et comme tous les soirs, dans 5 minutes précisément, son téléphone va sonner. Certainement sa mère. Ce ne peut être qu'elle. Elle appelle tous les jours à cette heure-ci. Qui voulez-vous que ce soit d'autre? Il est tellement focalisé sur sa série et ses cours que je suis certaine que ce soir, comme un soir sur 4, c'est tellement prévisible qu'il va encore réussir à se laisser surprendre par son appel. Il est 18h49 minutes et 45 secondes. Dans 15, 14, 13, 12, 11, 10 secondes. Pourquoi tu ne lâches pas ta télécommande? 5, 4, 3, 2, 1. Vous êtes en retard. Il y avait du monde. Du monde à cette heure-ci. Oui, il y avait un homme devant moi. Un homme d'une 50aine
avec un air joyeux, un air enjoué, c'est ça. Avec un air enjoué, il a salué les deux vendeuses derrière le comptoir. Il a lancé « Alors les belles, ça va ce matin ?» La plus jeune des deux, La petite Julie! oui, peut-être. Et elle lui a répondu avec une sorte de complicité, une satisfaction intérieure. Ah oui, si on est là, c'est que ça va. Alors là, l'homme est devenu plus sérieux, plus grave. Avec un aplomb indéfectible, un fatalisme droit, il a dit « Oh, cela ne veut rien dire. Des fois, on est là et ça ne va pas. Et là, ce n'est pas la même. » Ce n'est pas la même, a-t-il répété. La jeune boulangère a levé les sourcils. Par automatisme, elle a acquiescé. Oui, vous avez raison. L'homme a pris son pain. Il est parti sans saluer personne. Et je l'ai entendu murmurer « C'est comme ça. On n'y peut rien. » J'ai pensé alors la solitude de cet homme. La solitude de cette jeune boulangère. Mais elle n'est pas avec le petit-fils de Marcel, alors? Vous comprenez donc rien. Je vous parle pas de cette solitude, mais celle qui, lancinante, s'impose à tous les décors et quotidiens. Celle qui blesse au plus profond de la chair. J'ignore tout de votre solitude. Et la chose dont je suis sûr, c'est que pour vous, l'argent est une bonne compagnie. Je suis comme je suis. Je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, je ris aux éclats. Je suis comme ça. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de moi? Je suis faite ainsi. Mes talons sont trop hauts, ma taille trop cambrée, mes seins beaucoup trop durs et mes yeux trop cernés. Et puis après, qu'est-ce que ça peut vous faire, ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce que ça peut faire? Je suis comme je suis. Qu'est-ce que ça peut me faire, ce qui m'est arrivé? Oui, j'ai aimé quelqu'un. Oui, quelqu'un m'a aimé. Comme les enfants qui s'aiment. Simplement savent aimer. 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 Pourquoi me questionner? Je suis là pour vous plaire et n'y peut rien changer. Que faites-vous là, petite fille, avec ces fleurs fraîchement coupées? Que faites-vous là, jeune fille, avec ces fleurs séchées? Que faites-vous là, jolie femme, avec ces fleurs qui se fanent? Que faites-vous là, vieille femme, avec ces fleurs qui meurent? J'attends le vainqueur. Qu'est-ce qui... La garrigue, j'y suis née, j'ai grandi et je suis partie. Je ferme la fenêtre du présent et je reviens, fillette, humant les odeurs entêtantes, nostalgiques des genêts et de mes promenades solitaires. La garrigue crisse sous le soleil de plomb. Les cigales m'accompagnent. Ces tendres cigales, si chères à mon cœur, si discrètes. Je m'approche d'elles, elles se fondent sur les oliviers, volant leurs couleurs telles des caméléons. Ah, ces cigales, éphémères et coquines. J'étais coquine aussi. Amoureuse de Ludovic, je vivais pour la danse et pour mon père. J'avais de grandes peines et l'art de les camoufler. Heureusement, il me reste la fenêtre. Elle seule compte maintenant. C'est un peu la jonction entre le dehors et le dedans. Je l'ouvre, je
la ferme. C'est moi qui décide. C'est ma plus grande liberté. Heureusement, il me reste cette fenêtre. Je m'installe et je regarde. Je fais plus que regarder, je contemple. Le spectacle de l'intérieur est devenu un musée. Le spectacle de dehors me fascine. Je regarde. Je regarde ce que j'ai toujours vu. L'ennui. Vous tous, enfermés dans des existences qui portent l'ennui. Il n'y a pas de soleil dans cette cour. Il n'y a rien. Et pourtant, vous me troublez. Le moindre geste, le moindre mot, ajoute encore à la petitesse de vos existences. De nos existences, tout comme la mienne d'ailleurs. Enfin, pour moi c'est différent. Je crois comme ça. Tout simplement parce que je sais. Ils ne sont pas nombreux ceux qui savent. Tout est resté comme avant. Avant, lorsqu'il y avait Anna. Elle chantait. Elle chantait si souvent. Elle savait saisir l'existence avec une telle légèreté, lui tordre le cou. La gravité ne lui faisait pas peur. Elle ne la regardait jamais en face. Elle la méprisait. Oh, ce bonheur léger, ce bonheur heureux, je ne l'ai jamais retrouvé. Je l'entends encore chanter derrière la porte. Elle me surprend. Ah, ça y est, voici encore son âne. J'ai tout laissé comme avant, en l'état. D'ailleurs, je ne dors plus dans la chambre. J'ai peur de la réveiller. Son sommeil mérite le respect. Je m'endors dans le fauteuil. Et je fredonne parfois dans ma tête, je sifflote cette même chanson, celle que chantait Anna. J'ai même laissé la poussière recouvrir tous les objets. Chaque chose qu'elle a portée à sa main, à sa chair. Une sorte de fil protecteur. Quelque chose qui dirait « Ne touchez pas à mon passé, ici c'est chez moi. C'est mon intime. » Le lieu de mes souvenirs. Respectez. Respectez la poussière. Les héros ne meurent jamais. On dirait une histoire basique, que n'importe qui pourrait se raconter dans un film ou même dans une BD, mais moi j'ai une histoire particulière avec cette phrase. Les héros ne meurent jamais. C'était il y a un peu plus de 10 ans, un dimanche soir de décembre. Il faisait terriblement froid dehors. Et moi, j'étais chez moi, au chaud, devant ma télé. Ma mère entre dans le salon avec un regard terrible. On aurait dit qu'on lui aurait arraché son âme. Elle qui était si joyeuse en tombant là. J'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas. Elle me dit, Ludovic, assieds-toi mon fils, il faut qu'on parle. Maman, je suis déjà assis, tu es sûr que ça va? Ludovic, c'est ton père. S'ensuit une vague de pleurs et de hurlements que je vais vous épargner ici. Mais revenons à notre phrase du début. Les héros ne meurent jamais. Mon père était considéré comme un héros. Il n'avait pas de cap, pas de super pouvoir, et il était mortel, comme vous, comme moi. Sauf qu'au cours de sa vie, il a pu
sauvé des centaines, voire même des milliers de personnes. C'était un chirurgien vasculaire. Un médecin du cœur, comme on aimait l'appeler. Pendant son enterrement, un tas de gens sont venus me dire à quel point mon père était un héros. Il y a même cet ancien patient qui a pris la parole pour dire « Les héros ne meurent jamais, car leurs actions leur survivent. » Et c'est bien plus tard que j'ai compris qu'au-delà de sa mort, mon père continuait de vivre au travers des gens qu'il avait lui-même sauvés. Donc oui, aujourd'hui je peux fièrement dire « Les héros ne meurent jamais. » C'est pas mal mon histoire. Si j'avais su qu'un jour j'aurais une histoire, je l'aurais choisie. J'aurais vécu avec plus de soin pour la faire belle et vraie en vue de me plaire. Maintenant, c'est trop tard. Cette histoire a commencé, elle me mène vers où elle veut, je ne sais pas où et je n'ai rien à y voir. Bien que j'essaye de la repousser, elle me suit. Tout y prend rang, tout s'y décompose en mémoire et rien ne peut plus s'inventer. Je pourrais être 1000 fois différente de celle que je suis et être à moi seule ces 1000 différences. Cependant, je ne suis que celle qui se regarde et rien au-delà. Je ne dispose peut-être que d'une trentaine d'années pour vivre, de 30 octobre, de 30 août, pour passer de ce moment-ci à la fin de ma vie. Je suis à jamais prise au piège de cette histoire-ci, de cette tête-là, de ce corps-là, de ce visage-là. Cette fenêtre m'obsède. Elle protège mon dedans de l'intrusion, celle du visiteur qui viendrait scruter, voler, piller ce qui est ma torture. Elle n'appartient qu'à moi. Est-ce que je viens vous déranger dans votre torture? Imbécile. Pauvre monde. J'ai bien connu son père. C'était un homme gentil. Nous avions de longues conversations derrière la porte, dans le hall d'entrée. Il me disait « J'ai encore sauvé une vie aujourd'hui. » Je répondais « Est-ce que cela va grandir le monde ?» Il me disait « Je ne sais pas. Rien n'est figé. Mais la vie est toujours triomphante. » Son fils en a fait un héros, une statue. Il est enfermé avec cette histoire. Mais donne de la grandeur à ton héritage. Brise! Brise cette porte! Je ne dirai rien sur Madame Schneider, avec son drôle d'air. Madame Schneider a un drôle d'air quand elle attend sa militaire qui revient de la guerre. Madame Schneider a un drôle d'air, et ce n'est pas pour me déplaire. Mais Madame Schneider abîme le parterre avec ses souliers verts. Madame Schneider, je vous condamne aux enfers. Elle m'exaspère, Madame Schneider. Elle abîme le peu qui est beau. C'est vrai, une belle cage d'escalier, tout en châtaignier. Elle la piétine, sans scrupule, avec vulgarité. Je la déteste. Je n'ose pas lui dire. Elle ne comprendrait pas. Notre relation s'est cloisonnée dans de la pure convention. Oh, il va peut-être plus voir la vie. Mais je vous en prie, je n'en ferai rien. Tout le monde se met au marché. Je la déteste. Je vous déteste tous. Pourtant, j'aime vous regarder. J'aime ce que vous êtes. Oh, un peu de repos. Je suis fatigué. Toujours cette même fatigue.
Je vais retourner dans mon dedans et regarder ma poussière. La poussière, Dana. Lorsque viendra la nuit, hermétique et forte d'obscurité, sans place pour l'étoile, sans promesse de recommencement, enfin, je cesserai de croire. J'aimerais alors l'accolade d'un Dieu, un temps de son regard en guise de pardon, et lui dire entièrement ma terre de l'amour, le chemin de randonnée des hommes, jusqu'à ce que paraisse sur nos visages la lueur des soleils fugueurs d'horizon, l'absolu. J'ai baptisé le monsieur du balcon, monsieur Grimat, en hommage à Magritte. Grimat, Magritte, Grimat. Monsieur Grimat, c'est le lieu du beau et de la poésie. Il y a toujours une lueur qui l'éclaire. Et le seul à confondre la lueur du jour avec la noirceur de la nuit. Parfois il volait dans les nuages avec son chapeau. Un jour, en regardant ma canne, il m'a dit « Ceci n'est pas une canne. » Depuis ce jour, j'ai compris qu'il n'y avait pas le monde et sa vérité, mais des mondes où se perdent des vérités. Mais tu es heureux, oui? Je suis pas heureux, mais j'en ai l'air. J'ai perdu le sens de l'humour depuis que j'ai le sens des affaires. Au fond, je n'ai qu'un seul regret. Je ne fais pas ce que j'aurais voulu faire. Moi, ce que je voulais, c'est être un artiste. J'aurais voulu être un chanteur, mais ce n'est pas possible. J'aurais voulu être un acteur pour pouvoir crier qui je suis. J'aurais voulu être un auteur pour inventer ma vie. Mais je suis comme je suis, j'y peux rien. Je suis comme ça, je suis diable, je fais ce que je veux. Qu'est-ce qu'il a, Grimat? Marguerite. Elle 126 ans ou quoi? Il disait si j'avais su, je me serais fait tatouer. S'il avait su? Mais s'il avait su quoi? Je vis au milieu de ces murs, de ces étages. Depuis trop longtemps, j'étais de passage. J'étais venue faire une étape entre deux voyages, avant d'aller le rejoindre. Le temps qu'il s'installe dans notre nouvelle maison. Il travaillait en mission. La mienne était de le suivre. Les enfants ont grandi, et dans la maison, ma place était prise. Alors je suis restée ici. La marguerite a perdu ses pétales, mais la fleuriste a gardé sa bonne étoile. Vous ne me connaissez pas, moi, Joséphine? Je suis la fleuriste du pied d'immeuble. Les fleurs, je les ai aimées, délaissées, oubliées, retrouvées, apprivoisées. Alors j'en ai fait mon métier. Je les connais toutes. Comme nous, elles ont leur couleur, leur saison, leur langage. Celui qu'on leur donne, ou bien celui qu'on apprend. J'ai grandi au milieu des serres. Je vis avec, je les partage. C'est mon gagne-pain. C'est mon héritage.
désormais au 6e étage, entourée de mes voisins. On se croise dans l'immeuble, mais c'est dans mon magasin que je les ai vus venir. Tous mes voisins. À chacun sa raison. Pour un cadeau, pour un souvenir. On échange quelques mots pour mieux se connaître, mais on vit replier aussitôt chacun à sa fenêtre. Quand le jeune Ludovic a poussé la porte, je l'ai vu, ce gamin, dans ses émotions folles. Il cherchait une fleur rare pour son père, parti trop tôt. Un drôle de bonhomme que son père. Un drôle d'oiseau, comme on dirait. Votre père aurait aimé un oiseau de paradis. Il aime le plein soleil, mais tolère la mi-ombre. Et vous? Vous y croyez à ce paradis? Je lui dis qu'il devait bien exister quelque part pour que ces fleurs multicolores y poussent. De tous, c'est Nino le plus fidèle. Lui, c'est les roses qu'il vient chercher. Il en met une toutes les semaines. Une rose de Parme, elle est pour elle. Il a le regard triste. Il a ses habitudes. Bonjour Nino. C'est tour du pain de Madame Schneider aujourd'hui? Bernadette. Non, son 7e. Elle en connaît si peu de mes fleurs et de la terre qui les abrite. Cette fleur de montagne, vous devez l'appeler l'Edelweiss, Joséphine. Non, Edelweiss. Alors que je la regarde avec sa mine flétrie, tout droit sortie d'un dictionnaire, je réponds, chez nous, on l'appelait ainsi. Du rez-de-chaussée au sommet des étages, on ne met pas de fleurs au balcon dans cet immeuble. En bas, c'est l'univers de Frida. Fermée dans sa loge, les fleurs du sud, elle a oublié le parfum. Bonjour Frida. Un petit bouquet de lavande pour embaumer la maison? Un peu de mimosa pour le soleil? Je connais trop ce pays de soleil. Donne-moi plutôt une marguerite. En haut, c'est Pablo. Tiens, le voilà qui passe. Étrange homme du rooftop. Il vit dans ses cultures, descend rarement dans les étages. Il jette un bonjour, regarde la devanture. Son regard est trouble, inquiète. Méfiez-vous qu'il ne s'intéresse à votre recette. Vous devriez faire attention. Ne vous inquiétez pas. Je m'intéresse qu'à vos fleurs et à leur odeur. Je n'ai faim. Aujourd'hui encore, la vie suit son cours. J'ai préparé tous mes bouquets. Et jeté toutes les fleurs fanées. Et toutes les marguerites. Il ne restait que les tiges. C'est une nouvelle journée. L'immeuble se réveille. On est le premier. Un brin de muguet pour commencer. Et voilà. C'est ainsi, dans mon immeuble. Dans la vie d'ici, la vie est là d'ici-bas. Elle démarre des batteries, les premiers pas danser dans des écoliers. Balancer dans l'air, sans inventaire, sous les noms de temps. On voit la nuit à vue du soufflet qui s'est dit, révisé pour ce temps du loup. Et si c'était ça la vie, et si on ne l'avait pas dit, mais vivons possible, l'aventure est là. Allez, dis-le, dans des mots d'idées si riches, efficaces et capables. Ce qu'on attendait dans du cœur, j'ai voulu passer la vie, vous n'êtes pas aussi sans attitude, et des fois, face, oui, maman, oui, le nôtre est cassé. La tête avec les jamais, on a fait la musique, à tirer, la musique, et puis de la vente, on va les casser la balade dans l'horizon. Ce qu'on attendait dans du cœur, j'ai voulu passer la vie, vous n'êtes pas aussi sans attitude, et des fois, face, oui, maman, oui, le nôtre est cassé. La tête avec les jamais, on a fait la musique.
encadré, les arrivées là, etc. Et on tient à remercier Valérie pour toute la mise en scène. Merci à vous. Merci. Vous pouvez rester un peu au chaud en plus, vous avez envie. C'est simplement, on a vraiment une chance, beaucoup de chance d'avoir Claude et Franck qui ont imaginé le décor, les lumières, tout ça. C'est pas tout le temps qu'ils sont là pour faire avec nous parce qu'ils ont déjà plein de choses. Là, on a eu cette chance-là. Donc, ils ont habillé tout ça. Merci à vous. Voilà. Merci à vous. Ouais, c'est ça. Je sais où sont les liens.